Alors, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce nouveau webinaire de la Maison de l'International. Avant de rentrer dans les détails, voilà quelques éléments techniques. Je vous demanderai à toutes et tous de bien couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole. À l'inverse, vous pouvez mettre votre caméra. C'est toujours plus sympa et chaleureux de voir à qui on parle. Le webinaire est également enregistré. Il sera diffusé sur les réseaux sociaux de la Maison internationale de Brest, ainsi que sur ceux de la Fabrique de l'exportation. Ceci étant dit, je suis Mathieu Chave, je travaille aux relations internationales à Brest Métropole. J'ai donc le plaisir d'animer ce webinaire organisé en partenariat avec la Fabrique de l'exportation. Alors, avant de rentrer dans les détails du webinaire, quelques mots sur la Maison internationale de Brest, qui se situe donc sur le quartier des Capucins, nouveau quartier récemment construit, où atterrit le téléphérique depuis maintenant 5 ans. C'est un lieu d'accueil, de rencontre pour des associations qui œuvrent à l'international, et notamment dans le cadre de la solidarité internationale. Mais c'est aussi un lieu d'accueil pour les porteurs de projets, pour les entreprises, pour les étudiants qui souhaiteraient partir en mobilité. Et puis enfin, et c'est ce qui nous rejoint tous ce soir, c'est un lieu d'événementiel où on organise entre 50 et 60 événements par an, et notamment des webinaires. Alors ce soir, on va parler d'externalisation du développement international, mais ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec la Fabrique de l'exportation. On a travaillé ensemble 2 fois l'année dernière, il me semble, Stéphane, sur les questions de l'impact du Covid sur le commerce international. D'autres fois, on a pu parler de mobilité internationale pour les jeunes ou du lien entre des profils internationaux et le monde économique brestois, comment faire le pendant entre les deux. Mais donc ce soir, on va s'intéresser à la question de l'externalisation du développement international. Donc nous aurons 3 intervenants. Tout d'abord, Arnaud Laurent, qui va prendre la suite de mon intervention, qui va évoquer les questions de solutions et de modalités de l'externalisation du développement international. Alors Arnaud est en fait dans le train en ce moment même en direction du Finistère. Il vous fait signe à l'écran. Et il sera rejoint par les témoignages de Pierre Morvan, président de Tech Nature, et de Steven Friand, qui est président de Happy Scoop. On fera des moments d'intervention, de questions-réponses entre les interventions des uns et des autres, et vous aurez donc l'occasion de leur poser directement vos questions. Vous pouvez également utiliser donc le fil de discussion, le chat, pendant leurs interventions. Arnaud, si tout est bon de votre côté, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, je m'excuse si jamais il y a des problèmes de connexion. Normalement, je suis en 4G. J'ai quitté Nantes il y a quelques minutes en direction du Finistère, effectivement. Donc, j'essaierai de rester connecté le plus longtemps possible. Le sujet qu'on voulait aborder ce soir était un petit peu le sujet d'externalisation que je présente plutôt sur la logique d'un make or buy. Alors, pourquoi évoquer ce sujet-là? On en a déjà parlé lors d'autres présentations. L'international, en fait, le développement international a été excessivement chamboulé ces dernières années parce qu'on a vu des problèmes géopolitiques, des problèmes de pandémie, la montée en puissance de l'exigence par rapport à l'environnement, qui fait que tout ça a changé la façon de voir les choses et que quelque part, si je résume, il y a beaucoup plus de risques, il y a beaucoup plus d'exigences et on est obligé d'être beaucoup plus souple et beaucoup plus professionnel dans la façon d'aborder le développement international, parce qu'il faut maîtriser l'intelligence économique, le risque, le sourcing, le digital tous les 6 mois. Bon, maintenant, on a appris à travailler différemment. Pour autant, et notamment quand il s'agit de PME, c'est quand même très, très difficile d'acquérir toutes les compétences, et ce, dans un timing relativement court. Donc, l'idée de l'externalisation, c'est pas qu'elle est forcée. Il ne s'agit pas de retirer ce qui est vital et de le mettre à l'extérieur. C'est beaucoup plus de dire qu'est-ce que je dois internaliser, qu'est-ce que je dois externaliser. Alors, dans l'idéal, on doit internaliser tout ce qui est stratégique. D'un autre côté, parfois, le temps d'acquisition de ce qui est stratégique prend beaucoup de temps. Et donc, c'est intéressant, par exemple, de voir comment je peux me faire aider, avoir du transfert de compétences pour, à terme, internaliser, recruter, former.
ça va être la même chose sur toute l'expertise, qu'elle soit juridique, risque, analyse pays, où il faut vraiment que je me demande, est-ce que j'ai les moyens d'avoir mes propres forces commerciales qui vont aller partout dans le monde, dans les pays prioritaires, pour aller chercher ça. Je vais peut-être faire quelque chose en direct avec les pays à plus fort potentiel, moi dirigeant ou peut-être avec ma petite équipe, mais je ne vais pas pouvoir aligner énormément de monde, surtout à un moment où on n'a pas assez de ressources commerciales. On a du mal à recruter, on a du mal à envoyer beaucoup de divisions à l'international. Donc l'idée de l'externalisation, c'est vraiment ça, c'est de se poser la question, c'est plutôt du make or buy, c'est plutôt de dire, bon, sur ce truc-là, est-ce que je sais le faire déjà? Est-ce qu'il faut que je recrute? Est-ce qu'il faut que je forme? Ou est-ce qu'il faut que j'en externalise une partie? Et je pense, et j'en ai encore discuté avec beaucoup de personnes la semaine dernière, si on veut aller vite et faire les choses bien, l'enjeu est là. Alors nous, on a du mal parce que cher. N'oublions jamais que les anglo-saxons, ils ne pensent pas comme ça. Et ils vont beaucoup plus vite que nous dans des situations difficiles parce qu'ils savent s'adapter plus facilement et ils ne vont pas penser moi-même, ils vont regarder ce qui est plus efficace. Et à chaque fois qu'il y a une dépense, dire, ce n'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Et moi, personnellement, je pense que dans cette phase où il faut accélérer, Arnaud, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Le train a ses limites, la 4G ont leurs limites. Tu veux que… Et Stéphane, ouais, tu peux Ouais, alors, bon, en fait, rebondir. je pense que Arnaud a quand même été abordé les choses quand même assez, comment dire, bien. Et Arnaud, réinvestir, reprofessionnaliser. je crois que là, non, on va… Je te laisse poursuivre et si je le je fais je pense qu'on rentrer a dans… perdu Arnaud. Bon, après, je sais pas, bon, il y avait quand même… enfin, il a quand même brossé les choses de manière assez générale, très bien, très rapide. C'est vrai que l'idée c'est donc le faire ou le faire faire, ou même, je dirais, maintenant, on est aussi dans le faire avec. Puisque on peut parler aussi de quand on part quand on est, comment on va dire, on part en groupement, enfin en collaboration, on est dans le faire avec, ce qui est aussi une façon d'externaliser. Et voilà, donc en fait, je pense bon, Arnaud, je ne vais pas redire tout ce qu'il a dit, je pense que aujourd'hui, cette question, c'est vrai que, alors, après, il y a des a priori aussi, souvent culturels. Je vois aussi que on a, ne serait-ce que pour faire une étude de marché, souvent les entreprises françaises avaient un peu du mal, parce que bah là, l'étude de marché, ça a un coût. Donc, il y a l'idée toujours du coût, alors qu'en fait, souvent, en ayant recours à la bonne expertise, en fait, bah, comme le dit Arnaud, on va plus vite et au final, ça rapporte plus. Donc, voilà, le sujet, aujourd'hui aussi, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des dispositifs, sur des réseaux Absolument. aussi qui sont, qui sont plus, enfin, qui sont assez forts. Il y a une offre, je dirais, à la fois publique d'appui au développement international. Il y a une forte aussi offre privée. Il y a de l'expertise, hein. On parle souvent d'externalisation des forces commerciales, mais si par exemple, aujourd'hui, il y a des grands enjeux en termes de protection intellectuelle, donc je citais un webinaire avec l'INPI, il ne faut pas hésiter effectivement à aller voir vers ces spécialistes du reste de la propriété intellectuelle. La digitalisation aussi, qui a été accélérée à l'époque du Covid, finalement, je dirais, bien la digitalisation, il est difficile de la mener seule en interne. Donc, du coup, on est obligé d'avoir recours à des experts extérieurs, à des solutions extérieures. Voilà, donc on est aujourd'hui, voilà, sur le sujet de l'externalisation, en tout ou partie, est devenu. Je peux donner un autre exemple aussi qui a été vécu il n'y a pas longtemps pour un de nos clients, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un certain besoin de type d'expertise
en force commerciale et pilotage du commercial international, mais pas les moyens d'acheter ou de recruter à temps complet un dirigeant ayant cette expérience. Or, on voit dans nos réseaux des personnes qui sont pas encore à la retraite, qui peuvent être indépendants, qui sont tout à fait prêts et heureux de travailler 2 jours par semaine, voire moins, pour rentrer dans le conseil de surveillance ou de stratégique pour aider des entreprises là-dessus. Donc là, on a accès à de la super ressource, pas trop chère, qu'on utilise à la même dose au service de son entreprise. Donc, ce n'est pas simplement une question de coût, c'est simplement, je pense, un mode de réflexion. De quelles compétences j'ai besoin, à quelle dose, et après, regarder quelle est la meilleure façon d'y avoir accès en fonction de mes moyens, mais aussi la façon de le mélanger, parce que bien sûr, il faut piloter ça. Et donc, j'ai l'impression, vu de ma fenêtre, et on voit beaucoup d'entreprises, que voilà, la façon de se développer à l'international doit être beaucoup plus agile, beaucoup plus ouverte sur d'autres compétences, et donc à la fois d'internaliser ce qu'il y a de plus stratégique, et aussi de savoir externaliser tout ou partie quand c'est le plus intéressant. Et il fallait ajouter que c'est vrai que tu me permets, Arnaud, que quand on parle d'exportation et d'externalisation, ce qui vient rapidement en tête, c'est en premier, c'est la force commerciale, enfin la prospection. Mais je dirais, ça va bien au-delà. Déjà, il peut y avoir aussi la réflexion stratégique. Et je vois, par exemple, je dirais, d'ailleurs, les entreprises, en termes pour mobiliser des financements, il y a beaucoup de financements qui existent, régionaux, européens, etc. Mais pour pouvoir y avoir accès, il faut les connaître et puis il y a du temps pour monter ces dossiers. Aujourd'hui, il y a aussi, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des experts extérieurs qui ont l'habitude de monter. Dans le cadre d'un fonds d'investissement, on avait quelqu'un qui, dans nos équipes, faisait ça pour le compte des entreprises dans lesquelles on avait investi. Et on arrivait, je dirais, à lever je dirais, beaucoup d'argent, beaucoup de Ouais, il y a un subventions. effet de levier. Il y a Ils un font effet mieux. voilà. 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 Mieux, plus vite, et donc quelque part moins cher que si l'entreprise essaye de faire lui-même son dossier en passant un temps fou sans avoir les compétences et sans obtenir autant d'argent. Ça, c'est un bon exemple. Donc, je ne sais pas si Arnaud, tu as d'autres, si on est sur d'autres. Non, je pense que c'est vraiment pour lancer le débat. Alors, je pousse un peu le bouchon loin pour montrer, parce que c'est un peu de la provoque, mais c'est de la provoque constructive, parce que je pense vraiment que l'efficacité, elle est là. Et si une entreprise va aller vite en développement international et bien, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de plus efficace? Et je répète, on est sur quelque chose de plus en plus complexe, où le temps compte aussi de plus en plus, parce que nos concurrents aussi sont partout dans le monde, et il s'agit d'être efficace. Et on peut externaliser, là encore, aussi bien avec le secteur public, le secteur privé, d'autres entreprises travailler ensemble. Externaliser ne veut pas dire forcément acheter du conseil. C'est qu'est-ce que je dois vraiment maîtriser moi-même, ou comment je peux travailler en groupe et avec d'autres personnes qui vont venir s'intégrer dans mon projet pour aller plus vite et aller plus loin. Très bien, on peut peut-être du coup poser la question à nos 2 témoins, voir comment eux ont fonctionné de leur côté. Pierre, peut-être d'abord nous présenter rapidement Tech Nature et puis voir justement pour vous comment et dans quelle modalité vous avez externalisé une partie du développement. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis dirigeant de la société Tech Nature. Alors, notre activité, c'est façonnier cosmétique. Donc, on innove, on formule, on fabrique et on conditionne des produits pour les marques donc cosmétiques. 50% en France, 50% donc à l'international. Et puis nous, on va considérer qu'on a grosso modo 90% en export indirect, c'est-à-dire que nos marques françaises, nos clients, exportent aussi eux-mêmes beaucoup. Sur notre activité, quatre piliers, les équipes et surtout une grosse stabilité des équipes. Une innovation au cœur de l'entreprise, l'industrie et puis l'export. Donc ces 4 piliers, en fait, ça forme le socle sur lequel on prend toutes nos décisions. Le fait est que pour quelques particularités sur l'export, on parle 10 langues dans l'entreprise.
On est certifié OEA, opérateur économique agréé. On est membre de Stratexio Finistère. Personnellement, je suis CCE, conseiller du commerce extérieur. Et puis, on a une autre particularité, c'est que on n'a pas de service export, ou on n'a pas de service France, enfin, on dira ça comme on veut. C'est-à-dire que tout le monde doit faire de l'export au sein de l'équipe commerciale. On n'a pas considéré qu'il y avait une différence de traitement. Alors, quand on m'a contacté pour le sujet de l'externalisation, je me suis dit, ils ne vont pas être servis avec moi parce que, en fait, je n'ai pas l'impression que j'externalise grand-chose. Et puis, au final, on se rend compte que si, ça m'a fait réfléchir à ce qu'on externalise. Et si, en fait, tout simplement, la logistique internationale, on externalise une partie. Aujourd'hui, nous, on a un déclarant en douane. C'est une partie d'externalisation. On aurait pu faire ce métier aussi en interne. Il y a des gens qui d'ailleurs ont été formés dans les écoles finistériennes pour le faire. Et puis aujourd'hui, non, on le fait passer par un tiers. Dans la nature du commerce aussi, on peut considérer que c'est une forme d'externalisation. Aujourd'hui, on va utiliser des distributeurs dans certains pays. On va externaliser une partie du service dans les salons qu'on fait au Grand Export. Les services d'enregistrement dans certains pays, on va externaliser ce service, alors que quand bien même, il y aurait pu avoir, je pense à la Chine, là, j'ai des Chinois qui auraient pu faire de l'enregistrement avec les autorités chinoises. Et non, on va externaliser le service. Des trucs tout bêtes, hein, les services d'obtention de visa. En fait, c'est tout bête, mais aujourd'hui, et ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, ça nous coûterait bien plus cher d'aller, parce que si on doit parler coûts, aujourd'hui, il y a des sociétés qui s'occupent d'obtenir le visa pour nous. Ça nous coûterait quand même bien plus cher d'aller à Brest, de Brest plutôt, remettre notre passeport à Paris dans une ambassade et perdre 5 heures et retourner chercher son visa quelques 4 jours plus tard. C'est juste un exemple tout bête, mais en effet, il y a des fois, il y a des petits tips, des petits trucs où est-ce qu'il vaut mieux passer par des services extérieurs. En fait, comment on choisit, c'est ce qui a aussi été dit tout à l'heure, c'est simple, ou en tout cas assez simple, c'est qui le fait le mieux. Qui le fait le mieux, si c'est nous, si c'est un prestataire. Et en effet, Arnaud tout à l'heure disait qu'il y a une notion de données stratégiques. Alors c'est sûr qu'il y a toute une partie qu'on va conserver en interne parce que c'est l'essence même de l'entreprise. Et puis, il y a une partie où est-ce qu'il y a des gens qui le font mieux, plus vite, ou pas forcément plus vite, mais on n'a pas de temps à perdre sur ces thématiques-là. Et je crois que c'est important d'avoir, justement, tout à l'heure, je disais que j'étais dans Stratexio Finistère, ou alors appeler les CCE, aussi pour ce partage d'expérience et de savoir comment éviter de perdre du temps, parce que dès qu'il s'agit de commerce international, on a vite fait d'en perdre beaucoup, voire même de rester devant des portes infranchissables. Sur sur quand est-ce qu'on externalise, je pense, nous, on pense plutôt qu'il n'y a pas de règle. Je ne pense pas qu'il soit possible de sortir de ce webinaire en disant là, cette thématique-là, je dois externaliser. Non, il faut réfléchir quelle est la technicité du service qu'on va aller chercher. Est-ce que c'est une technicité qu'on a, nous, en interne, et qu'au contraire, les autres ne l'ont pas, ou à l'inverse, que d'autres structures ont et nous, vachement moins. Et en fait, je pense que tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane qui disait il y a le faire avec. Et je pense qu'il faut considérer les prestataires souvent comme des partenaires plus qu'autre chose, en fait. Il faut voir jusqu'où, qu'est-ce qu'on leur donne. D'ailleurs, il est possible qu'ils fassent une première partie de la mission. On le voit souvent sur les structures
externalisés, donc, de prospection internationale. En fait, ils font le premier contact, ils font le premier rendez-vous, ils appuient là où ça fait mal sur un marché qu'ils connaissent bien. Et après, eh ben, c'est la personne de l'entreprise qui vient finir la mission. Parce que le meilleur vendeur de l'entreprise, ça reste ses propres commerciaux majoritairement. Donc, c'est en tout cas, de notre point de vue, comme ça qu'il faut le considérer. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que vous avez des questions pour Pierre sur son modèle d'externalisation et les quelques mots qu'il a partagés avec nous? N'hésitez pas à prendre la parole. Mettez bien votre micro. Peut-être un commentaire. En fait, on s'aperçoit que l'externalisation, c'est comme donc, M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, puisque tu viens de dire en fait que tu as fait, tu t'es demandé qu'est-ce qu'on externalise, et je faisais déjà de l'externalisation sans le savoir, ne serait-ce que par les visas, par exemple. Et voilà, c'est juste que souvent, nous, par exemple, là, on va faire un événement où on parle des services, et les gens se disent, mais moi, je suis dans l'industrie, je ne fais pas de services. Et en fait, on s'aperçoit que, discutant, bah oui, si, en fait, j'offre des services sans le savoir. Donc là, tu externalises, tu fais de la prose sans le savoir. Tu évoquais aussi, quand on préparait le webinaire, le recrutement de profils internationaux. Ah ouais, il y a ça aussi, en effet. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on parlait 10 langues dans l'entreprise. Et donc il y a plein de nationalités. Mais comment on fait pour aller les trouver? Eh ben, on externalise le recrutement, c'est-à-dire qu'on va voir les écoles. Je ne sais pas s'il y en a parmi le public là, mais on va voir les écoles. Et puis j'ai besoin de tel profil, telle langue. Trouve-moi le meilleur que tu as dans tes effectifs, et puis on les prend assez juniors, et puis par ce réseau-là, en fait, on arrive à avoir une équipe qui est assez complète sur ces thématiques-là. Et puis non, avec les écoles, j'ai une forme d'externalisation du service de recrutement. Ouais. Ils les ont pendant 1 an, voire 3. Il y a un moment, ils commençaient à comprendre qu'ils ont en face d'eux, hein, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Pierre? Dans le chat, il n'y en a pas, a priori. N'hésitez pas à prendre la parole. Soyez pas timide. Oui, c'est Lydie Carneis. Bonjour Lydie. Bonjour, je suis en voiture. Toutes mes excuses, pareil, pour le logistique. J'ai pas tout entendu, mais en effet, cette externalisation de la fonction export ou d'autres sujets, ce qu'évoquait aussi Arnaud, même l'aspect financement ou faire des fois par d'autres pour gagner du temps, c'est important, et ça évite aussi de passer à côté de dispositifs. Moi, pour la brique financière, j'ai des fois des entreprises qui font appel à des cabinets externes pour même monter leur dossier d'assurance prospection. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution, parce qu'il y a un coût, souvent en fonction du montant du dossier déposé. C'est un coût à prendre en interne, mais voilà, je tiens à le préciser, c'est important aussi, et ça c'est un petit clin d'œil pour Pierre qui sait très bien, de prendre des fois le temps aussi de ne pas passer à côté de certains dispositifs, parce que on sait très bien que l'international c'est du temps et qu'on ne gagne pas tous les coups. Mais je sais que c'est un friand pour... Ah, on a peut-être perdu Lydie. Justement, elle a peut-être fait le lien, justement. aussi témoigner de ça avec BPI France. Et tu es obligé de préciser, Pierre, que tu étais aussi accélérateur africain. Ça a coupé, Lydie, on ne t'a pas bien entendu. Elle a accéléré, c'est pour ça. Parce que Pierre est dans un accélérateur BPI France. Ça doit être ça. Donc, en effet, ouais, on est dans l'accélérateur Afrique. C'est pas de l'externalisation, mais c'est intéressant parce qu'on apprend des choses par le biais d'autres personnes et de pairs, comme tu disais très bien aussi, Pierre. Donc, c'est une autre façon d'acquérir du savoir, de la compétence, d'aller plus vite, alors qu'on l'a pas forcément en interne, mais on l'a grâce aux autres et grâce à un thème autour de soi qui fait qu'on va plus vite. Eh bien, Steven, je vais me tourner vers vous.
maintenant faire le lien avec ce dont parlait Lydie. Du coup, vous êtes président de Happy Scout. Je vous laisse brièvement présenter votre entreprise et puis nous dire, vous expliquer l'externalisation pour Happy Scout, ce qu'il en est. Très bien, bonjour tout le monde. Alors nous sommes installés à Brest et on fabrique des transporteurs électriques à 3 et 5 roues en direction destinée en fait aux personnes à mobilité réduite et notamment à 76% pour les professionnels. On a réussi depuis 5 ans à se faire une clientèle quand même de grands groupes également en France et du moins d'optimiser nos solutions pour qu'elles soient complètement fiables et qu'on n'ait quasiment pas de SAV à réaliser. Et à partir de là, on s'est dit que le marché français, effectivement, il était intéressant, mais que pour nous, le marché européen, en quelque sorte, ça faisait partie du même marché, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'on est parti du postulat exporter. Livrer à Nice, ça revient quasiment au même que livrer à Stuttgart, notamment. Effectivement, jusqu'à présent, on avait des demandes des dom-tom, donc avec des livraisons à Tahiti, etc. Et on s'est penché en fait sur effectivement exporter sur des pays européens et on s'est focalisé dans un premier temps forcément sur le marché le plus important qui est l'Allemagne. Donc à partir de là, on s'est dit on va participer à un salon et puis évidemment il y a eu le Covid, donc ça a été décalé. Du coup, on a eu le temps de se renforcer en quelque sorte sur nos connaissances avec les dispositifs de la PPI aussi, et puis de la BCI. Et le salon est enfin arrivé en début juin. Et ce salon nous a permis, c'est des gros salons internationaux forcément, avec à peu près 60 000 visiteurs. Et sur 3 jours, on a réussi à engranger 102 contacts très qualifiés avec l'aide. Voilà, là aussi, on a externalisé, on a fait appel à une interprète en local avec forcément un côté commercial. Et là, ça nous a permis de nous déjà réconforter sur le fait que nos solutions aussi, une fois traversées les frontières, il y a le même appétit sur ce type de solution. Donc, à partir de là, on était extrêmement heureux. Et puis, au lieu de faire une étude de marché qui nous avait été proposée avec la CCI franco-allemande, qui représentait un coût à peu près de 5 000 € avec une participation de la BPI, hein, on a préféré tester en direct. Et aujourd'hui, maintenant, on a quelques certitudes sur notre stratégie où effectivement, on va externaliser auprès de distributeurs qu'on a trouvés lors de ce salon. Voilà, avec aussi à l'identique la logistique qui est externalisée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Hein, on est encore un tout petit, mais voilà, on fait nos premières emplettes en quelque sorte à l'international à compter de cette année. Voilà, avec l'idée de ne pas étoffer notre équipe commerciale, plutôt de s'appuyer sur des gens, des locaux, des distributeurs qui sont là, qui connaissent parfaitement le marché et qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans notre développement commercial. Forcément, on va lâcher de la marge, mais le calcul est quand même de se dire que d'ici 2-3 ans, on peut avoir quand même un parc assez important en Allemagne, alors que si on mettait 1 ou 2 commerciaux en Allemagne, il faudrait bien plus de temps que ça. Et il me semble que vous avez aussi participé à Jump in Export, les matinales de l'export, avant de vous lancer du coup sur le marché allemand. Est-ce que ça vous avait apporté des pistes de réflexion aussi sur cette question-là? Eh bien, effectivement, là, ça nous apporte des connaissances et ça nous permet de peaufiner notre stratégie, de se dire déjà que le marché allemand, par exemple, est extrêmement difficile. Donc, il faut être extrêmement prudent et viser plutôt certaines régions, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui peuvent accompagner des jeunes entreprises et il ne faut pas hésiter. On a eu l'intervention de Lydie Kernis, elle en fait partie. Et effectivement, aujourd'hui, même en Finistère, on a des structures qui sont extrêmement dynamiques pour nous apporter de la connaissance et également des moyens financiers dans certains cas. Très bien, merci beaucoup Steven.
Est-ce qu'il y a des questions pour Steven sur son intervention? Peut-être aussi Stéphane ou Arnaud ou Pierre même. Mais en fait, du coup, j'ai une question. Est-ce que, donc là, du coup, il y a ce marché allemand, et donc le fait d'externaliser, on va permettre donc du coup d'aller plus vite, ça. Est-ce que, du coup, vous dites que ça vous permettra peut-être d'envisager un autre pays également plus rapidement? Bah oui, parce que lors de ce salon, on a rencontré des distributeurs italiens et espagnols notamment. Donc, effectivement, l'envie de dupliquer de la même façon sur d'autres pays européens. Voilà. Bon, la seule contrainte, effectivement, c'est qu'il faut faire très vite là pour passer à la traduction de nos plaquettes. Mais voilà, ça donne un coup de dynamique et il faut réagir rapidement. Donc là encore, de l'externalisation pour la traduction, j'imagine. Exactement, oui. Donc, comme quoi. C'est intéressant cette démarche parce que même sur des points de vue géographiques, on voit des entreprises qui externalisent que certaines géographies. Du style, un cas très concret, on a un client qui s'occupe de l'Europe et de l'Asie. Et sur l'Afrique, il dit, mais moi, la marche est trop haute ou trop le temps, c'est pas prioritaire. Je préfère avoir aucun problème, pas de m'occuper de l'avant-vente, de la pré-vente, ni de la commercialisation, juste avoir un peu de chiffre d'affaires et de la marge et d'externaliser entièrement. En England, c'est ça. Mais sur cette zone seulement. Parce que pour le reste, ils veulent le faire eux-mêmes. Donc, c'est pas courant. Mais dans la logique, ils disent, ça nous permet d'être présents sur beaucoup plus de pays. Si je regarde que les forces commerciales que j'ai, je peux pouvoir être présent sur plus de, je sais pas, 10 pays. Là, en faisant ça, il peut être présent sur 20 pays. Et pour l'image, la marque et pour la diffusion des produits, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ça existe aussi. Alors, pour le coup, je me permets, concernant Tech-Nature, on externalise la distribution en fonction de la culture du pays. Pour le coup, il y a des pays qu'on va travailler en direct puisque ça se passe mieux comme ça, les clients potentiels le préfèrent. Dans d'autres pays, il est bien préférable de passer par un national et donc on choisit en fonction de la culture de passer avec un distributeur plutôt que de perdre du temps à aller en direct. C'est super important. C'est parfait, hein, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. En fait, moi, je retiens aussi qu'il y a, Arnaud parlait de souplesse. En fait, aujourd'hui, c'est dire voilà, à chaque fois que une nouvelle démarche, un nouveau pays, hein, voilà, comment être le plus efficace possible, sans forcément d'ailleurs vouloir toujours reproduire les mêmes schémas. Parce que, voilà, il peut y avoir un schéma des fois très moderne, mais qu'on a fait et puis qui marche, mais c'est pas forcément celui-là qu'il va falloir répéter. Hein. C'est peut-être un schéma ancien qui pourrait être intéressant. Mais je vois que, en fait, cette idée d'externalisation amène à chaque fois à se reposer la question, voilà, est-ce qu'à chaque fois, j'ai la meilleure démarche, la meilleure, je sais pas, la démarche, la meilleure équipe, la meilleure ça. Je pense que c'est important finalement d'avoir ça en tête et c'est un modèle. Nous, à la Fabrique de l'exportation, on dit que pendant longtemps, le modèle qui a été celui qu'on a proposé aux entreprises exportatrices, c'est voilà, vous faites un salon, vous allez dans un pays, ensuite vous avez un agent, après vous allez avoir une filiale. Voilà. On a proposé, le modèle était assez lourd, je dirais, et puis on disait voilà, dans 3-4 ans, lorsque vous connaîtrez bien ce pays-là, hop, vous irez dans le pays d'à côté. Voilà, c'était un peu une vision qui correspondait d'ailleurs à certains axes de la recherche sur le sujet. En fait, tout a été explosé par les startups, je dirais, qui sont tout de suite, je dirais, ont eu un marché mondial. Donc déjà, on s'est aperçu qu'on pouvait aller plus vite. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on s'aperçoit que grâce au digital, finalement, on se dit voilà, je peux aller plus vite. Et est-ce que j'ai à chaque fois la meilleure méthode? Je trouve ça c'est intéressant, c'est quand même disruptif et ça change la façon dont on a le schéma traditionnel du développement à l'international que les entreprises, je dirais, qu'on a servi aux entreprises françaises. Commentaire que je voulais faire, mais c'est vrai que je dis à chaque fois, est-ce que vous avez la meilleure méthode? Et si on a voulu, en fait, on a eu l'idée de ce séminaire, de ce webinaire sur l'externalisation, c'est que
ça peut peut-être sembler finalement quelque chose d'assez... le fait d'externaliser, c'est pas une nouveauté, hein, de l'externalisation. Mais en fait, sur le côté développement international, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie à faire sur le sujet de l'externalisation. Voilà, il faut, et cette pédagogie, elle passe aussi donc par les témoignages de ceux qui ont, voilà, qui ont déjà fait. Après, il peut y avoir aussi, alors est-ce que vous avez une question d'expérience peut-être négative aussi, ou de choses auxquelles il faut faire attention quand on externalise? Est-ce que par, je sais pas, peut-être plus Pierre, parce que a priori l'expérience est plus importante, de choses, auxquelles il faut faire attention? La technicité de ceux qui sont en face. La technicité sincère de ceux qui sont censés nous rendre un service et qui sont pas forcément au niveau. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils se présentent comme société de service qu'ils sont bons. Et c'est peut-être le risque un peu. On a l'impression que quand on prend des nationaux, ils sont dans leur pays et ils sauront faire. Non, non, c'est comme chez nous, il y a les bons et il y a les mauvais. Et il faut pas se faire piéger à ce jeu de celui qui a parlé le plus fort ou qui a mieux présenté, c'est lui qui va être capable de nous apporter le service. Est-ce que la question de des fois, de la confiance aussi est peut-être importante, que je me demande si certains acteurs comment dire, qui ont des freins par rapport au fait d'externaliser, même si d'ailleurs ils ne se rendent pas compte qu'ils externalisent déjà certaines choses, hein, qu'il n'y a pas effectivement ce fait d'aller chercher son visa, il y a beaucoup de gens qui se disent: En fait, je le fais». Mais voilà, ils ont peur de... Enfin, le manque de confiance. Voilà, c'est ça, peut-être dans celui à qui on va confier cette mission, entre guillemets, soi-disant stratégique, et donc je préfère la faire en interne. En fait, c'est question voilà, du partenaire de confiance. Je disais en préambule que nous, on travaille sur quelques piliers qui sont innovation et exportation. Ça marche de la même manière sur cette thématique-là par rapport à l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on fait de plus en plus de partenariats dans ce qui a trait à la nouveauté. Pour le commerce international, c'est de la même manière. En effet, il y a un moment où on doit aller donner une forme d'information stratégique à plusieurs. Mais ça enfin, la notion de confiance, elle se travaille aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il faut aller choisir le bon partenaire. On n'a pas trop évoqué aussi la question de la filiale. Est-ce que finalement une filiale ne serait pas un peu le bout de la chaîne sur l'externalisation? Je ne sais pas si Arnaud nous entend Moi, encore. je sais témoigner en expérience négative. C'est bon, on a tenté d'aller faire. Alors, c'était pas une filiale, mais c'était des bureaux commerciaux à l'étranger. Et typiquement, bah, ça, là, on a raté. Avec des gens qui étaient pourtant de confiance et très motivés. Mais typiquement, le management à distance et à l'étranger avec un gros décalage horaire, eh ben, on n'a pas su faire. Compliqué. Bah, nous, on n'a pas été. Ça ne veut pas dire. Mais nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut encore qu'on acquiert, savoir gérer ça. Hein. Et c'était des profils locaux, du coup, internationaux, avec une différence Non, j'ai fait les deux. cas de VIE ou une chose comme ça. J'ai fait Chine avec un Chinois qui avait pourtant fait ses études en France, mais chinois. Je suis toujours en très bon terme avec lui, mais il ne travaille plus pour nous. Et au Brésil, c'était deux Françaises. Deux Françaises, ok. Lusophones, mais françaises. Et c'était peut-être, je crois, vous avez parlé de VIE, non? C'est pas des gens qui étaient en VIE? Les deux Françaises au Brésil, ouais. Du coup, dans la fabrique de l'exportation, nous avons fait un webinaire au mois d'avril avec une professeure d'Aix-en-Provence qui est venue, qui a fait une étude sur la base de données de Business France, enfin les entreprises, les PME françaises qui avaient utilisé le VIE pendant
10 dernières années et comment elles l'ont utilisé, je dirais comment c'est traduit en termes de performance à l'export. Et l'une des recommandations était, d'où l'importance aussi du suivi du VIE, de la préparation du VIE. Ça, on pourrait aussi faire un autre webinaire là-dessus. Je sais pas si Arnaud, est-ce que Arnaud, Tu es là, tu as... Oui, le problème, c'est qu'il y a 200 personnes qui sont montées à Redon, là, et je suis comme dans le métro, là, donc c'est un peu compliqué. Peut-être que je voudrais dire par rapport au fait que vous soyez, toi Pierre, dans le... Oula. Oui, il y a du monde dans les accélérateurs. Ça a aussi introduit, je pense, une nouveauté par rapport à il y a quelques années. Et je pense que les accélérateurs ou Stratexio, finalement, permettent comment dire, voilà, de s'ouvrir. J'ai l'impression, vachement, il y a une transformation peut-être de l'état d'esprit des dirigeants d'entreprise qui sont dans ces circuits, en fait, et plus ouverts à la façon dont, je dirais, innover en matière justement de développement international. Parce que je pense que voilà, c'est ça. Par rapport à il y a 10-15 ans, il y a cette nouveauté quand même. Beaucoup plus de gens sont dans ces mouvements. Là, pour le coup, ça va avec la confiance. Il y a beaucoup moins la culture du secret, mais la culture du partage. Alors, sur les places brestoises, les notions de réseau, on est assez familier avec ça, c'est certain. Pour le coup, c'est plutôt intéressant, mais c'est vraiment ça qui se passe. Alors, je ne peux pas parler de l'accélérateur Afrique qui commence dans 15 jours. L'ouverture se fait à Casablanca. Et puis le club Stratexio Finistère vient d'être lancé tout début d'année. Mais oui, il faut rejoindre le club Stratexio pour accélérer vraiment son business, à parler avec tout le monde a des expériences et c'est comme ça qu'on avance vraiment plus vite, ou en tout cas qu'on ne se prend pas les gadins, ou moins. Ça, c'est important. Mathieu, je ne sais pas si j'ai plus de questions. Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres questions dans l'Assemblée? J'ai vu que quelques personnes devaient nous quitter. Je ne sais pas si on a des questions avant de conclure à ce moment-là. Arnaud, je ne sais pas, est-ce qu'on aurait perdu Arnaud également? Je ne le vois plus. Peut-être coincé. On a perdu la connexion du côté de Redon, je crois qu'il nous disait. Ouais. Je ne le vois pas revenir. S'il n'y a pas d'autres questions. C'est vrai que nous, alors, sur ce thème comme les externalisations, c'est vrai que il y a des choses, quand on parle de force commerciale, mais c'est vrai qu'à l'international, il y a tout ce qui est, il y a des compétences techniques, voilà, il y a des financements, il y a le juridique, il y a la protection intellectuelle, voilà. En fait, il y a même, je dirais, voilà, même de la recherche qu'on peut, voilà, externaliser. Voilà, il y a tout un tas, en fait, l'international n'étant pas une simple technique, mais en fait, c'est tout un champ. Je pense qu'effectivement, l'entreprise doit se poser la question de, voilà, est-ce que je fais, quelle est à chaque fois la meilleure solution? C'est vrai que la question du coût est importante. C'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir des témoignages plus tard sur cette notion justement du coût, du coût réel. Parce que quand on parle de coûts, après on parle d'aide. Bon, souvent après on dit voilà, il y a des aides régionales qui permettent de ceci, par exemple, de cela. Là, par exemple, il y a eu dans le plan de relance export, il y a eu un chèque export qui permettait, qui était même ouvert aux entreprises qui voulaient se digitaliser. Mais toujours l'aide, ça c'est le coût qu'on peut, je dirais, voilà, ça correspond à une prestation. Mais il y a aussi tout le coût du temps passé, et qui peut être aussi donc du temps économisé. C'est vrai qu'on a du mal en fait à le valoriser. Mais je pense que voilà, il revient toujours cette question finalement du coût, plus que d'ailleurs celle du bénéfice.
Mais voilà, c'est clair que voilà. Allez. Pour le coup, là, je crois que c'est vaut mieux, ça reste, ça peut être, ça dépend des thématiques, mais ça peut être un investissement, c'est clair. Tu parlais de juridique à l'instant, c'est certain que je parlais de Brésil, aller au Brésil et pouvoir faire du business alors qu'en fait on n'en fait pas parce qu'on est mal protégé, parce qu'on a fait l'économie d'un service juridique qui ne peut être traité que par des Brésiliens parce qu'il est hors de question de le faire avec des Français quand il s'agit de ce pays-là. Ça peut faire en effet très, 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 très mal. Et puis, la question revient à comme c'est un investissement, est-ce qu'il vaut mieux que je mette 3 francs 6 sous sur la table ou que je fasse pas de business du tout, en fait? Moi, je vois, je fais une réunion avec justement des CCE, mais plutôt en Ile-de-France, et il y avait une start-up qui était implantée sur le marché américain, qui témoignait. Il y avait quelqu'un de l'INPI justement qui lui demandait si en fait elle avait déposé des brevets, si c'était protégé. Et en fait, le patron de la start-up disait que non, parce qu'en fait, il avait été directement pour m'avoir. C'était vraiment pas un sujet qu'ils avaient traité parce que voilà, ils voulaient aller vite, machin, s'importer, et que quelques années plus tard, bien évidemment, ils s'en mordaient les doigts. Alors, du coup, c'est vrai que penser tout de suite protection, droit, ça peut être aussi un réflexe, je dirais, très français. C'est-à-dire qu'on veut d'abord se protéger avant d'aller sur un marché, mais c'est quand même ça, c'est des sujets qui sont quand même, pour le coup, en fait, c'est un investissement, indispensable parce que ça peut coûter très, très cher, après, en fait, la protection. Arnaud nous a rejoint de nouveau. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu voulais... Désolé, le TER est devenu à Redon un métro bondé. Ok. Peut-être des difficultés du coup pour prendre la parole. En fait, c'est assez compliqué pour moi de parler là. Bien sûr, ouais. Mais à ce moment-là, si on a perdu encore quelques personnes, s'il n'y a pas plus de questions ou de remarques, on peut quitter le webinaire. Arnaud, je vois que c'est en vert, mais tu ne prends pas la parole. C'est peut-être plutôt l'effet métro qui allume le micro. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous. Merci à Arnaud qui a fait ça en direct de Bretagne dans un TER. Merci à Stéphane également d'avoir fait ça à deux voix. Et puis évidemment à Pierre et Steven, merci d'avoir partagé votre expérience. Et puis, donc, le webinaire est enregistré. On le partagera dans quelques jours côté fabrique de l'exportation. Et puis, Maison internationale, on enverra le lien à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir à tout le monde. Merci Stéphane, merci Pierre.